Cette vidéo commence par un fait extraordinaire. Seydou Keita, l'ancien capitaine du Mali, l'homme qui a soulevé 3 fois la Liga et 2 Ligues des Champions avec Barcelone, construisait discrètement une usine de 21 millions d'euros au Mali. Vous avez bien entendu, 21 millions d'euros. Je n'ai pas dit qu'il est en train de construire une académie de football, ni un centre de formation sportive, ni une fondation caritative, mais une vraie usine industrielle avec 6 unités de production. Cette découverte qui a surprise Philippe me surprend tout autant parce qu'elle brise tous les codes. Habituellement, quand nos anciens footballeurs reviennent au pays, ils restent dans leur domaine de compétences. Ils deviennent présidents de fédération nationale de football, ou ils sont consultants, ou ils sont entraîneurs, ou ils créent des infrastructures sportives. Seydou Keita a choisi l'inconnu total, l'agro-industrie. Mais dans cette histoire, vous allez découvrir quelque chose qui est surprenant. Parce que même avec sa fortune, même avec sa célébrité, même avec la bénédiction du président malien, Seydou Keita va découvrir une vérité que tout entrepreneur africain connaît. En Afrique, avoir de l'argent ne suffit pas. Avoir de la volonté ne suffit pas non plus. Même avoir les meilleures intentions ne suffit pas. Non. Alors on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qui va pousser un multimillionnaire comme Seydou Keita à risquer sa fortune dans un pays où la bureaucratie peut tuer le plus beau projet d'un trait de plume? Peut-être que Seydou Keita a vu ce que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à voir et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Avant de continuer, petite pause promotionnelle. Cette vidéo, elle est sponsorisée par The Momentum, mon entreprise. Donc elle est sponsorisée par moi-même. Vous êtes nombreux à me demander de vous faire une formation sur l'éloquence et sur le storytelling. Bah figurez-vous que j'ai répondu à votre demande, c'est fait. La formation, le bijou, le joyau est enfin disponible. Pour y accéder, il suffit de cliquer le lien dans la description. Il y a un lien qui est réservé pour vous. Et pour les 50 premières personnes qui vont rejoindre la formation, elle est tout simplement à moitié prix. N'hésitez pas à rejoindre la formation. C'est une formation que j'ai construite avec tout mon cœur et j'y ai mis tout mon savoir-faire. Vous aurez les mêmes résultats que moi. Vous allez profiter des bénéfices de pouvoir parler de manière qui marque votre audience, de manière qui impressionne, de manière qui transforme vos paroles en profit, de manière qui vous permet d'avoir une vie complètement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Le succès que l'éloquence m'a apporté n'est plus à prouver. Ma chaîne est une démonstration. J'ai commencé en mars 2025 et nous sommes seulement quelques mois plus tard et je suis passé de 0 à quasiment 50 000 abonnés sur YouTube. Pour ceux qui ont déjà tenté l'exercice, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc je sais de quoi je parle. Et j'ai déjà aidé en coaching one-to-one de nombreuses personnes à améliorer la façon dont elles présentent leurs idées et ça a tout changé dans leur business. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la formation tout de suite et je vais vous y retrouver avec une très belle formation et un temps de coaching où vous aurez l'occasion de parler directement avec moi. Je vous dis à tout de suite et on continue dans cette vidéo. On est le 16 janvier 1980 dans le quartier de l'Afia-Boubou à Bamako. C'est là que Seydou Keita va naître dans une famille où le football coule dans les veines. Son oncle Salif Keita a marqué l'histoire du football malien. Mais dès son plus jeune âge, Seydou va montrer un caractère qui le distingue. Il ne compte sur personne d'autre que lui-même. À 17 ans, il fait ses valises pour la France. Il va directement à Marseille, mais pas pour faire du tourisme. Il va intégrer l'Olympique de Marseille avec une obsession. Il voulait prouver qu'un gamin de Bamako peut rivaliser avec n'importe qui en Europe. Cette mentalité va tellement forger sa carrière que lorsqu'il arrive à Lorient en 2000, en ce moment-là, alors que tout le monde voit en lui un simple remplaçant, il va disputer l'intégralité de la finale de la Coupe de France en 2002. Et figurez-vous que là, il va vivre l'incroyable. Lorient va battre Bastia 1-0 et ça va être le premier trophée majeur pour celui qu'en son nom déjà à cette époque-là c'est doublé. Mais c'est au RC Lens que sa vraie personnalité va éclater. Il est capitaine à 22 ans. Il devient l'âme de cette équipe ouvrière. La presse française découvre ce milieu de terrain malien qui mouille le maillot et refuse d'abandonner. En 2006-2007, il explose. Il va marquer 13 buts dans une saison en tant que milieu de terrain, ce qui est un record personnel. Ça va placer Lens au rang de 5e du championnat, ce qui va les qualifier à la Coupe de l'UEFA. Pendant ce temps, Seydou va cultiver quelque chose de rare à cette époque-là dans le football moderne, à savoir l'authenticité. Dans l'interview Faith Holds the Key for Keita, UEFA 2007, il confie « Je prie beaucoup avant les matchs pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessés. » Cette spiritualité sincère le distingue dans un milieu souvent superficiel. Et ce qui va être
plus révélateur encore, c'est qu'à cette époque, il va déjà assumer son rapport à l'argent sans hypocrisie. Contrairement au footballeur qui joue la comédie du désintéressement, Keita dit les choses clairement. Cette franchise va le suivre tout au long de sa carrière. En 2008, il va connaître un tournant. Le FC Barcelone active sa clause libératoire de 14 millions d'euros. Seydou Keita devient ainsi le premier Malien à jouer au FC Barcelone. Mais attention, on ne parle pas d'une simple signature de prestige. Sous Pep Guardiola, il va contribuer activement au sextuplé historique de 2009. Et ensuite, Seydou va enchaîner. Liga, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe UEFA, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. 6 trophées en une saison, c'est du jamais vu. En 2010-2011, Pep Guardiola en fait même son joueur de champ le plus utilisé. Plus que Messi, plus que Xavi, plus qu'Iniesta, le Malien devient indispensable dans l'une des plus belles équipes de l'histoire du football. Mais alors qu'il surfe sur cette gloire, Keita fait quelque chose d'impensable. En 2012, il quitte Barcelone alors qu'il est au sommet de sa carrière pour rejoindre la Chine et le Dalian Harbin. Là-bas, il y gagne désormais 14 millions d'euros par an, c'est-à-dire 5 fois plus que son salaire au Barça. Cette décision choque le monde du football, mais Seydou va l'assumer totalement. Dans une interview donnée à Mali Actu en 2012, il va lâcher une phrase qui va définir sa philosophie. Il va dire que le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour la gloire, mais aussi pour l'argent. Le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour le nom, pour la gloire, mais on joue aussi pour l'argent parce que c'est un métier. Plus loin, il va enfoncer un clou. Il va dire exactement ceci. Je suis tout simplement un aventurier malien en quête d'argent pour aider sa famille. Je ne suis pas un gamin. Cette franchise brutale va révéler l'essence de Seydou Keita. On parle ici d'un pragmatique qui refuse de jouer la comédie. Il sait que sa carrière a une durée limitée et qu'il doit optimiser chaque opportunité. Après la Chine, il rebondit encore davantage car il va rejoindre Valence, puis l'AS Roma. À Valence, il entre même dans l'histoire en marquant en 9 secondes le but le plus rapide du club. Mais au-delà des succès de Seydou, il a une idée qui germe dans sa tête. Une idée qui va le mener sur un terrain hautement plus dangereux que n'importe quel match contre les plus grands clubs du monde. Seydou Keita va raccrocher officiellement les crampons après un passage au Qatar. À 37 ans, il possède tout ce dont rêve un footballeur. Il a la gloire, il a l'argent, il a le respect. Il pourrait s'installer dans une ville et profiter de sa retraite dorée. Mais Seydou ne va pas faire ça. Il a une obsession qui est complètement différente. Pendant que d'autres anciens joueurs créent leur fondation ou ouvrent des centres de formation, lui, il réfléchit à une question plus large, celle de comment transformer concrètement l'économie malienne. Et pour répondre à cette problématique, il va choisir quelque chose qui va choquer tout le monde. Il va se lancer dans l'industrie agroalimentaire. C'est comme ça qu'en 2023, il fait débarquer les bulldozers à Sanankoroba, près de Bamako. Là, Seydou lance le chantier de sa vie. On parle de 7 hectares et 21,3 millions d'euros d'investissement. Son objectif est de créer le plus grand complexe agroalimentaire baptisé Seydou Diogo Awa, le nom de ses grands-parents. Mais attention, on ne parle pas d'une petite unité artisanale pour faire plaisir aux médias. Seydou voit grand. Son complexe comprend 6 unités de production qui révèlent une stratégie industrielle sophistiquée. D'abord, une unité de production de karité. Il faut savoir que le Mali exporte massivement les noix brutes vers l'Europe où ces noix sont transformées puis revendues aux Africains 3 fois plus cher. Seydou veut faire une chose, il veut casser cette logique coloniale. Ensuite, dans le même complexe, il y a une autre unité, donc une huilerie capable de traiter du soja, de l'arachide et du coton. Encore une fois, il faut comprendre le contexte. Le Mali produit les graines, mais importe les huiles transformées. Et on n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que cette situation est complètement aberrante. La troisième unité de son complexe est une provanderie pour l'alimentation animale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout ce qui alimente bétail, le Mali importe massivement les produits dont il a besoin. Et le raisonnement de Seydou est simple. Il se dit, on pourrait les fabriquer avec nos propres céréales et de manière locale. La quatrième installation de Seydou, c'est la production de bidons en plastique. En fait, dans sa tête, c'est clair. Les huiles qu'il produit ont besoin de contenants. Mais si on veut des contenants au Mali, tout, avant Seydou, était importé. Donc il se dit, il faut que ce soit fait localement. La cinquième partie de son complexe est une savonnerie qui va utiliser les dérivés des huiles dont je vous ai parlé auparavant et qui est produit au sein de la même usine. Donc on assiste là à une économie circulaire parfaite. Et c'est pas fini. Il y a une 6e unité dans le complexe. Et cette unité, c'est une raffinerie pour transformer les huiles brutes en huile de table. Donc, pour alimenter tout cela en énergie, Seydou va installer une centrale solaire de 2 MW. Il le fait pas par militantisme écologique, on pourrait le croire, mais il le fait par pur calcul économique. Et c'est lui-même qui le dit. Parce qu'au Mali, l'électricité coûte une fortune et reste aléatoire. Le 2 juillet 2024, c'est le jour J. L'actuel général d'armée, président de la République du Mali, à cette époque était le colonel Assimi Goïta. Il arrive en tant que président de la transition, il se déplace personnellement pour l'inauguration. Quand un chef d'État laisse son agenda très chargé pour venir visiter une usine, c'est que le projet touche à l'essentiel. Devant les caméras, Assimi Goïta salue cet acte patriotique et déclare que cette initiative devrait inspirer la jeunesse malienne. Les chiffres annoncent
annoncé donne tout simplement le vertige. 4000 emplois directs, plus de 10 000 emplois indirects. Ce jour-là, Seydou Keita rayonne. Son rêve industriel se concrétise enfin. Les médias africains célèbrent cette reconversion exemplaire. Le site Son to Baby va titrer Seydou Keita un modèle d'inspiration pour la jeunesse africaine. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière cette euphorie se cache un piège que personne n'a vu venir. Quelques mois plus tard, la réalité malienne va rattraper l'ex-footballeur et ça va frapper fort, ça va faire mal. Le gouvernement va imposer des prix fixes pour lutter contre l'inflation. Le résultat est catastrophique pour Seydou. En fait, il va se retrouver face à une équation impossible. Soit ils vont à perte, comme le veut le gouvernement malien, et il ruine son entreprise, soit il décide de respecter ses coûts de production, il vend au juste prix et il risque d'aggraver la vie chère dont les consommateurs souffrent déjà. Moi, c'est que je ne veux pas. Et ça, c'est important. Je préfère fermer l'usine que moi, je viens être la source de la vie chère. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Les gens n'ont pas les moyens. Moi, je ne peux pas faire ça et je ne ferai jamais. C'est pour décrire cette réalité qu'en mi-2025, le site Mali Actu va lâcher un titre cinglant. Le titre qui résonne comme un coup d'épée, c'est Seydou Keita, un rêve industriel brisé par l'économie malienne? Point d'interrogation. L'article expose crûment la réalité. Les contraintes réglementaires pèsent lourdement et placent l'industriel devant une équation impossible. On lui demande de vendre à perte ou de cesser l'activité. Ce moment va être un moment très difficile pour Seydou. C'est un moment aussi d'enseignement pour nous. C'est au fait la faille fatale. Le Mali, comme tous les États africains, a désespérément besoin d'industriels comme Seydou Keita. Mais le système économique local rend leur mission suicidaire. On se pose simplement la question comment on va créer de la valeur ajoutée quand l'État vous impose des prix qui ne couvrent même pas vos coûts de production. Cette contradiction révèle pourquoi tant d'entrepreneurs africains finissent par baisser les bras. Mettez-vous juste à la place de Seydou. Même avec 21 millions d'euros, même avec le soutien présidentiel, même avec une vision claire, un entrepreneur peut se retrouver étranglé par des contraintes qu'il ne contrôle pas. À sa place, reconnaissez que vous aurez peut-être abandonné. Mais ça, c'est mal connaître Seydou. Lui, il ne renonce pas. Face à ces obstacles, il va activer une stratégie secrète, une stratégie que vous n'aurez même pas imaginée. Et pour comprendre la stratégie qu'il va activer, il faut revenir en début 2025, quand la pression devient insoutenable au Mali. Seydou est face à la situation et là, il fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de fermer son usine, il va prendre son avion pour aller à Alger. Il a un objectif tout simple. Il va explorer un partenariat commercial avec l'Algérie voisine. Son idée est géniale dans sa simplicité. Il se dit si le marché malien l'étrangle avec ses prix imposés, pourquoi ne pas exporter vers un marché qui paie le prix juste. En fait, cette démarche va juste révéler une stratégie que peu d'entrepreneurs africains maîtrisent concrètement. C'est l'approche régionale. Au lieu de subir les contraintes d'un seul pays, Seydou découvre qu'il peut jouer sur plusieurs marchés africains simultanément. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous pouvez peut-être deviner d'où vient ce coup de maître. On se rappelle, ici j'avais fait une vidéo sur Bertin Thiofo. Et à un moment donné, dans son aventure industrielle, il se retrouve à appliquer cette stratégie. En fait, à quoi ça ressemble? Concrètement, Seydou va se retrouver à négocier avec le groupe algérien Bella pour exporter ses produits agricoles transformés. L'Algérie a besoin de ces produits et le Mali peut les produire. La logique est donc imparable. Mais cette stratégie va bien au-delà d'un simple contournement commercial. Elle révèle le secret que les entrepreneurs africains qui réussissent vraiment ont compris. Il ne faut jamais dépendre d'un seul marché africain. C'est une erreur grave. Parce que voici la réalité brutale que personne n'ose dire vraiment. Chaque pays africain pris individuellement représente un marché trop petit et trop instable pour porter des gros projets industriels. Mais lorsque vous prenez l'Afrique dans son ensemble, elle représente 1,4 milliard de consommateurs et un PIB de 3 000 milliards de dollars. La différence entre l'échec et le succès dans des projets industriels est de savoir naviguer entre les frontières. C'est d'où lui, il a bien compris, peut-être par la force des choses. Son usine malienne devient sa base de production. Mais ses débouchés s'étendent désormais à l'échelle régionale. C'est une approche qui lui permet ainsi d'échapper aux prix imposés localement tout en maintenant sa production et ses emplois au Mali. Ce qui est plus fort encore, c'est que cette stratégie transforme son handicap en avantage. Parce que lorsqu'on est forcé de regarder au-delà du Mali, on s'oblige à penser continental. Et sur un marché continental, les 21 millions d'euros d'investissement qu'il a mis ne font plus figure de paris risqués, mais d'investissement stratégique. La leçon que Seydou est en train de nous apprendre en tant que nouveau capitaine de l'industrie dépasse largement son cas personnel. C'est une leçon qui nous montre que l'entrepreneuriat en Afrique ne peut pas se penser pays par pays, mais il faut le penser région par région. Ceux qui l'ont compris prospèrent. Les autres prennent le risque de rester prisonniers des petits marchés locaux. Voilà pourquoi l'histoire de Seydou Keita importe vraiment et que j'ai tenu à la raconter. Elle ne raconte pas juste la reconversion d'un footballeur, elle révèle la stratégie que la prochaine génération d'entrepreneurs africains doit adopter pour réussir. Nous assistons à quelque chose d'historique. Seydou Keita n'a pas juste construit
construit une usine au Mali. Il a redéfini ce que signifie entreprendre en Afrique. Son parcours prouve qu'il est possible de transformer les obstacles en opportunités à condition de penser plus grand que les frontières héritées de la colonisation. Sa leçon est claire. L'entrepreneuriat africain qui gagne n'est plus celui qui subit son marché local, mais celui qui construit son marché régional. Cette approche révolutionnaire explique pourquoi certains entrepreneurs africains échouent là où d'autres explosent. L'une des différences qui est marquante, c'est que les premiers restent prisonniers d'un seul pays et de ses contraintes, alors que les seconds pensent continental, ils transforment la diversité africaine en force commerciale. Le pari de Seydou avec l'Algérie, ce n'est que le début. Demain, vous verrez d'autres entrepreneurs qui suivront la même voie. Ils vont produire chez eux et vendre partout en Afrique. C'est cette génération-là qui pourra vraiment transformer définitivement le continent. Parce que, au final, si on réfléchit bien, Seydou nous enseigne une vérité fondamentale. L'Afrique n'a pas besoin d'entrepreneurs qui s'adaptent à ses faiblesses. Elle a besoin d'entrepreneurs qui transforment ses faiblesses en force. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes toujours plus de 70% de personnes qui regardaient mes vidéos et qui n'êtes pas abonnés. Ce n'est pas normal. J'attends aussi de toi que tu laisses un commentaire des familles. Un commentaire dans lequel tu me dis ce que tu penses de la reconversion de Seydou Keita. N'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont fanas de football et qui pourraient être intéressées de ce que leur idole, leur star a fait de sa vie. Je te laisse pas comme ça. Si tu aimes bien mon type de vidéo, n'hésite pas à regarder cette vidéo. C'est une autre vidéo d'une personne qui a fait le pari du Back to Africa et tu vas découvrir que ça peut être différent d'une personne à une autre. Je te laisse regarder cette vidéo et à tout de suite. Tchuss.